Paul, qui semble un acteur incontournable dans la gestion de la crise. Je vais désormais donner la parole à Madame Aragon. Avant cela, je vous rappelle qu'on attend de chacun d'entre vous un mot-clé pour changer le monde, en tout cas en matière de crise marine. Donc pensez-y pendant ce temps-là. Et entre-temps, je donnerai aussi la parole tout à l'heure à Madame Chabon. Donc, Madame Aragon. Oui, je vais baisser le micro parce que ça va être plus pratique pour moi. Oui, alors effectivement, au niveau du département, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit. Hein. Bien évidemment, le département des Pyrénées-Atlantiques est intervenu dans les mêmes cadres hein, du plan Polmar au moment du Prestige, et je ne vais pas revenir sur ces interventions-là dont on a déjà parlé à plusieurs reprises au cours de la matinée. Au niveau de l'intervention peut-être un petit peu spécifique du département des Pyrénées-Atlantiques à l'époque du Prestige, simplement deux éléments. Le premier, c'était au niveau du montage du dossier juridique pour aider effectivement les collectivités du littoral basque français. Et en particulier en mandatant un huissier de justice pour dresser un procès-verbal de la situation avant l'arrivée des nappes de pétrole, afin de définir ce qu'on pourrait qualifier d'état zéro, afin de pouvoir constater strictement l'état de la côte et de disposer pour la suite des événements d'une situation suffisamment fiable en cas de demande de dédommagement. Donc ça a été une première chose qui me paraît importante à signaler, à savoir de connaître parfaitement l'existant avant l'arrivée de la nappe de pétrole. Bon, alors tout le monde n'a pas eu la chance de la voir arriver suffisamment tôt pour pouvoir faire ces constats, mais ici on a pu le faire. De la même façon, le département est intervenu pour étayer le dossier en travaillant de concert avec les services sanitaires de l'État, hein, l'ARS. Alors, ça, c'était le premier aspect du travail complémentaire du département sur le terrain. Et bien évidemment, le travail, la mise à disposition de l'ensemble du personnel technique du département, hein, à la fois les services techniques de la côte, mais également l'ensemble des services techniques de l'ensemble du département. Et un travail, et là, bon, je sais qu'on en a parlé ce matin et je comprends parfaitement, hein, avec le recul, les difficultés qu'on rencontre et la nécessité de trouver d'autres solutions. C'est la formation et l'encadrement des bénévoles. Et en précisant, et je dirais, bon, c'est peut-être une spécificité locale, les bénévoles, et y compris localement, les structures, les associations qui travaillent tout au long de l'année sur le nettoyage des plages, c'est-à-dire le ramassage des déchets venant de la mer, qui sont des associations d'insertion et qui ont également participé à cette dépollution. Alors je sais que nous devons maintenant trouver d'autres solutions et ça fera peut-être partie des propositions à faire et des idées à trouver. Alors ça c'est le cadre effectivement 2002. 10 ans plus tard, où en sommes-nous? Qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous pu mettre en œuvre? Alors 3 points principalement, pour ne pas être redondant avec l'ensemble des interventions. Le premier point sur l'amélioration des connaissances du milieu marin et de l'impact de la pollution du Prestige, hein, sur la faune marine. Le département
aux côtés de la région et du Conseil général des Landes, a financé depuis plusieurs années donc un programme porté par le Centre de la mer Côte Basque, le programme ERMA, qui recense et expertise plusieurs données scientifiques sur la faune marine sur le littoral basque et le sud des Landes. L'évolution de l'impact du prestige a ainsi été étudiée dans le cadre de ce programme, a abouti à plusieurs publications scientifiques. Et donc, on a travaillé en particulier sur les oiseaux marins, les cétacés et la macrofaune benthique. L'impact sur les oiseaux marins a été estimé au final à plus de 30 000 individus sur l'ensemble de l'Aquitaine. Concernant les cétacés, il n'y a pas eu d'accroissement d'échouage dans les années qui ont suivi la catastrophe. Enfin, les 2 années suivant le naufrage du Prestige, on a noté une diminution de la diversité de la macrofaune du secteur d'une zone un petit peu particulière qui est Guétari. Et on a constaté, après 5 années après la pollution, que l'écosystème a retrouvé un équilibre, mais qu'il ne s'agit pas du même équilibre que l'équilibre antérieur. Donc, on constate qu'effectivement, et là, quelqu'un d'autre l'a abordé ce matin, il y a une reconstitution d'un équilibre, mais ça n'est pas le même équilibre. Et ça, dans les autres propositions, on aura également une proposition là-dessus, que je vais faire tout de suite, qui est de prévoir un suivi permanent de la connaissance du milieu marin et en particulier de la faune. Là, nous, on a effectivement des constatations, mais des constatations ponctuelles. Donc, ça serait intéressant de le faire de façon permanente. Et donc, systématiquement, le problème, c'est d'avoir les budgets pour. Je pense que tout le monde sera d'accord, parce que faire, oui. Trouver les équipes de scientifiques pour le faire, absolument sans difficulté. Trouver les moyens, c'est toujours très difficile. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'était effectivement le lien étroit qu'on a mis en place, qu'on avait déjà en place, mais qui s'est quand même beaucoup densifié à partir du Prestige, lien étroit avec le milieu de la pêche et avec les pêcheurs et le comité interdépartemental. Donc, le département a été partenaire de la démarche du comité interdépartemental des pêches, qui a répondu à l'appel de projet pour gérer l'axe 4 du FEP. Et donc, dans l'optique de construire une stratégie locale de développement permettant de renforcer la pérennité économique des zones de pêche en intégrant à la fois l'acteur des filières, de la filière pêche, mais également l'ensemble des acteurs économiques, institutionnels, associatifs, sur la zone du quartier maritime de Bayonne, c'est-à-dire la zone qui va d'Andaille à Cabreton. Ça, c'était le deuxième point un petit peu particulier dont les autres collectivités n'ont pas parlé. Le troisième élément, c'est la prise en compte de la nécessité d'une collaboration à l'échelle transfrontalière, puisque nous avons travaillé à une amélioration des connaissances sur la dérive des nappes d'hydrocarbures sur l'ensemble du fond du golfe de Gascogne, avec un projet transfrontalier nommé Lauréat, piloté par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, qui a permis d'affiner un modèle commun en zone interrégionale pour prédire la dérive des nappes et éviter les échouages sur la côte. Donc, il s'agit d'un outil d'aide à la décision, portant à la fois sur les nappes d'hydrocarbures, les déchets flottants, la qualité des eaux de baignade, qui sont 3 éléments essentiels pour nous. Et donc, c'est un outil d'aide à la décision qui intègre les conditions océano-météorologiques du secteur. Donc, également ont été mises en place des études
qui sont en cours actuellement en matière de repérage des hydrocarbures par satellite. Alors ces programmes qui se sont, enfin en particulier le programme lauréat qui s'est achevé en 2012, nous a permis de travailler avec ASTI et IFREMER, ASTI qui est un organisme scientifique du Guipuscoa avec lequel on a commencé à travailler de façon assez régulière. Et nous sommes en train de travailler, de poursuivre une collaboration avec la participation de la communauté d'agglo de Bayonne et la communauté de communes Sud Pays Basque pour poursuivre ce travail transfrontalier avec le Guipuscoa et la Biscaye éventuellement, et dans le cadre d'un groupement d'intérêt scientifique littoral basque à vocation transfrontalière que nous sommes en train de mettre en place et pour lequel nous travaillons actuellement. Voilà. Vous voulez les propositions ou après? Après. Alors, je vous remercie, c'est toujours très intéressant quand on est modérateur et de ne pas avoir d'idées trop préconçues, sinon on oriente un peu trop les questions. Là, ce que je retiens quand même, c'est que l'environnement n'a véritablement aucune frontière politique ni administrative. C'est quelque chose qui ressort de chacune des problématiques. C'est qu'en gros, il faut trouver tous les acteurs de ce territoire et se débrouiller pour trouver de l'argent pour faire mieux et corriger ce qui doit être corrigé à un moment donné, puisqu'on parle d'accidents, de choses qui ne sont pas prévisibles mais qu'on peut prévoir d'une certaine manière en mettant en place des dispositifs, en voyant ce qui a été fait à d'autres endroits. C'est vraiment ce qui me semble ressortir de chacune des configurations. Néanmoins,